qu'on est en agile et que c'est pas parce qu'on a dit que ça allait sortir entre le sprint 6 et le sprint 9 que c'est gravé dans le marbre. En agile, tu vas pas fournir l'image qu'on a tous, je pense, derrière le planning, c'est-à-dire le diagramme de Gantt qui te dit telle tâche, c'est de telle date à telle date, et puis c'est telle personne qui va s'en occuper, et puis ça va coûter tant. Dire ça encore une fois. S'il y a des priorités qui changent, bien sûr, ces dates-là vont changer aussi. Donc on peut là donner l'estimation, il faut que tout le monde comprenne dans l'organisation qu'il y a plein d'événements qui vont intervenir. Ça peut être des événements techniques, ça peut être t'as une cyberattaque, ça peut être t'as un Covid. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau moment agile avec Olivier Conque d'Action Agile. C'est l'une des questions que tout le monde se pose. Comment réaliser et suivre une roadmap? Comment établir une planification? Comment savoir que telle ou telle fonctionnalité pourra être déployée à telle date et que potentiellement notre temps fort marketing ou business sera assuré ou en péril? Olivier, peux-tu s'il te plaît nous expliquer comment on gère une planification en agile? Alors en fait, je ne sais pas si je peux répondre vraiment à ta question, parce que c'est le terme de planning en réalité qui me dérange. Parce que en agile, tu vas pas fournir l'image qu'on a tous, je pense, derrière le planning, c'est-à-dire le diagramme de Gantt qui te dit telle tâche, c'est de telle date à telle date, et puis c'est telle personne qui va s'en occuper, et puis ça va coûter tant, machin. Ça, tu vas pas pouvoir le fournir. Mais en même temps, je pense que c'est pas grave, voire même c'est tant mieux, parce que c'est un cadre qui est beaucoup trop rigide, ce diagramme de Gantt. Par contre, ce que tu vas pouvoir faire, c'est donner de la visibilité sur ce qui est prévu en termes de livraison. Et quand tu fais cette explication, ce qui est important, c'est d'insister sur le fait que les équipes s'engagent sur le contenu des sprints ou des PI, selon si tu es en Scrum, en Safe, quelle que soit la méthode. Et justement, on va prendre les deux. Si tu es en Scrum, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des sprints qui sont très souvent de 2 semaines. Donc dire ce qu'il y a dans un sprint de 2 semaines, c'est très facile, c'est l'engagement de l'équipe, ça tu peux le donner à l'équipe. Souvent, on va quand même te poser la question plus long terme, c'est-à-dire au-delà de 2 semaines, à quand est-ce que tu vas commencer à délivrer telle ou telle feature. Ouais. Alors ça, pour ce faire, ce que chaque Scrum Master va faire, c'est qu'il va commencer par calculer la vélocité de son équipe, donc le nombre de points de complexité qu'une équipe peut délivrer sur un sprint. Et donc au bout d'un moment, dans n'importe quelle équipe, ça se stabilise, ce nombre de points. Et donc quand tu sais par exemple qu'une équipe peut délivrer 50 points, et ben ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre, je te dis n'importe quoi, tous les sprints de l'année, et tu vas considérer que ton équipe délivre 50 points tous les sprints. Ensuite, tu prends ton backlog d'épiques, qui va être macro-estimé par les équipes. Et priorisé. Et priorisé par le PO. Et donc, ce faisant, ton épique, tu sais que, t'as une épique dans ton backlog donné, tu sais qu'elle coûte 200 points de complexité, et si c'est la 3e à passer dans le backlog, parce qu'elle est en priorité 3, et ben logiquement, sur la base de ta vélocité, tu peux dire ça va arriver entre le sprint 6 et le sprint 9, par exemple. Alors, c'est bien de le dire. Quand on le fait, c'est quand même très important de bien préciser à l'auditoire que on est en agile et que c'est pas parce qu'on a dit que ça allait sortir entre le sprint 6 et le sprint 9 que c'est gravé dans le marbre. Et c'est bien tout le principe, le PO, il est là pour changer la priorité. S'il y a des priorités qui changent, bien sûr, ces dates-là vont changer aussi. C'est vachement important parce que il y a quelque chose de dangereux à annoncer les dates de sortie des épiques, parce que au bout d'un moment, les gens vont considérer que c'est un contrat, en fait. Et le contrat, c'est pas ça. Le contrat, c'est pas ça. Par contre, on peut comprendre que d'un point de vue business, on ait besoin d'avoir une estimation de quand est-ce que telle ou telle feature va sortir. Donc, on peut là donner l'estimation, mais faut comprendre faut que tout le monde comprenne dans l'organisation qu'il y a plein d'événements qui vont intervenir. Ça peut être des événements techniques, ça peut être t'as une cyberattaque, ça peut être t'as un Covid, ça peut être tout ce que tu veux. Et les fameux bugs qu'il y a en prod aussi. Les bugs de prod, effectivement. Bien que les bugs de prod, ça peut se couvrir par certaines techniques, mais quoi qu'il en soit, faut comprendre que tout ça peut être amené à changer, et il faut pas commencer à se formaliser s'il y a des changements. Pour pas se formaliser, il faut que tout le traitement soit transparent, en fait, et que tous les changements de priorisation soient expliqués à tout le monde, que ce soit communiqué. Parce que évidemment, si on dit à des gens que leur feature sort dans 9 mois, qu'on les voit plus pendant 9 mois, eux, ils vont arriver à la fin, ils vont dire alors, elle est où ma feature? Et tu vois, s'il y a eu des changements au milieu, faut l'expliquer à tous ces gens-là, faut leur donner l'information, en fait. Donc ça, c'était pour Scrum. Si t'es en Safe, ça va fonctionner un peu de la même manière, parce que Safe, ce n'est rien d'autre qu'un gros sprint, en fait, qui contient d'autres sprints. Et donc, tu vas avoir un PI planning dans lequel tu vas donner des objectifs à ton PI planning, qui est une fenêtre de temps de 3 mois, et donc tu vas dire ce que tu cherches
à sortir atteindre. comme valeur, ouais, en fait, au bout de 3 mois. Et sachant que ça aussi, c'est important de le rappeler parce que malheureusement, je le vois pas beaucoup dans les entreprises, mais normalement, ce que tu sors dans un PI planning, c'est 80% de la capacité de ton équipe. Tu gardes 20%, notamment pour faire de l'innovation et puis aussi pour prévoir les prochains PI. Je vois beaucoup trop d'entreprises qui chargent à mort leur PI planning à 100% et après tu te retrouves avec des équipes qui sont crevées, qui n'arrivent plus à rien faire. Donc ça, c'est important à rappeler, mais du coup, ce PI planning, une fois qu'il est fait, lui-même, il va donner un planning parce que tu vas avoir tes épiques qui vont être placées dans le temps avec un certain niveau de priorité. Comme en Scrum, c'est des choses qui peuvent changer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est communiqué normalement à tout le monde. Et donc ça, c'est la façon de planifier en agile. Mais je le répète, attention à ne pas s'attendre à avoir un diagramme de Gantt parce que c'est surtout pas ce qu'on veut avoir, ça serait anti-agile. Ok. Moi, j'ai vu effectivement sur des PI des choses qui, enfin, très proches de la réalité dans le sens où on avait prévu plusieurs fonctionnalités. Certaines ont été réalisées, d'autres se sont décalées un petit peu. Comment justement on peut se prémunir un peu de ce décalage par rapport à ce qu'on avait plus ou moins planifié? Alors ça dépend de quel genre de garde-fou tu veux mettre, quoi. Est-ce que c'est se prémunir vis-à-vis, enfin pour pas que ça arrive en fait. Mais ça, je pense qu'il faut pas se leurrer. Hein. Dans n'importe quel projet, il y a des événements, quels qu'ils soient. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Tu peux avoir une cyberattaque, tu peux avoir des bugs imprévus et qui arrivent et qui viennent amputer la capacité de ton équipe. Tu peux avoir des gens qui tombent en arrêt maladie. Tu peux avoir un Covid. Enfin, des choses, tu peux en avoir, quoi. Donc ça, tu peux pas vraiment t'en prémunir. Et puis, je suis pas sûr que ce soit une mauvaise nouvelle parce que quelque part, c'est bien qu'il y ait ce genre d'événement. Parce que c'est ça qui rend ton projet dynamique et c'est ça qui garantit qu'il a envie. Tu vois, au milieu de ton projet, tu peux très bien aussi avoir un concurrent qui a sorti une solution concurrente à la tienne, ouais, et que du coup, tu vas être obligé de modifier ta roadmap, quoi. Et ça, je sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est bien d'être capable de s'y adapter rapidement. Donc ça, tu peux pas vraiment te prémunir contre ça. Par contre, il faut savoir se prémunir contre le coup de bambou qui a tendance à venir derrière de la part de la direction générale. Et ça, il y a qu'une seule façon de faire. Hein, c'est déjà, je pense que c'est la transparence. C'est la première chose. Si tu planques tout sous le tapis pendant 3 mois, le jour où ça va sortir, et faut pas se leurrer, ça va sortir. Ce jour-là, déjà d'une part, tu vas casser la confiance que tu as vis-à-vis de ta direction générale, et ça va faire très mal. Par contre, si tu es transparent et que t'expliques au fil de l'eau au fur et à mesure de tes sprints, parce qu'il y a des revues de sprint qui sont censées être faites à la fin de chaque sprint. Donc, si t'es sur des sprints de 2 semaines, normalement, toutes les 2 semaines, tu montres ce que t'as fait. C'est aussi l'occasion de montrer ce qui s'est passé, les inconnus qui sont arrivés, les impacts potentiels que ça a sur ta roadmap. Tu vois, tu disais tout à l'heure, s'il y a un décalage, bah pendant la revue de sprint, tu vas expliquer pourquoi il y a eu un décalage, ce qui a pris plus de temps, pourquoi il y a un décalage. Et c'est en ça que c'est bien d'avoir des dirigeants en revue de sprint. Alors après, je me fais pas d'illusions, ça n'arrive jamais. Mais si ça n'arrive pas, donc c'est-à-dire dans tous les cas, quasiment, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse porter le message auprès de la direction. Et ça peut se faire de plein de manières différentes. À mon avis, le mieux, c'est que ce soit le DSI qui porte ce message et que lui-même présente au CODIR régulièrement l'avancement des travaux, puis qui présente aussi ce qui n'a pas marché. Parce que les DSI, mais comme n'importe quel dirigeant, et puis peut-être même comme n'importe quelle personne dans une entreprise, ils ont une certaine tendance à embellir la vérité pour paraître meilleur vis-à-vis de son CODIR, sauf qu'en faisant ça, on faisait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on plante tout sous le tapis, et on va arriver au bout d'un an de projet, et on va dire, ah ouais, mais là, en fait, les mecs, on a eu quelques problèmes. Et alors là, je peux vous dire que ça, le jour où ça arrive, la confiance avec le DG et autres, elle est foutue, quoi, c'est terminé. Alors que par contre, si le DG, on est venu lui expliquer tout de suite qu'on avait un problème, et qu'on lui explique le problème, et que ça coûtait un peu plus cher, si le mec a une certaine ouverture d'esprit et une certaine intelligence, il va comprendre le problème, il va chercher à aider, et du coup le message passera beaucoup mieux, quoi. Mais après, c'est la vie des projets que d'avoir des changements. Ok, on peut résumer transparence et communication régulière. Exactement. Bon, ben c'est parfait. Vous avez tout ce qu'il faut. Merci beaucoup, Olivier. Merci à très à vite. Salut. Merci d'avoir écouté l'intégralité de notre podcast. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager et encore partager. Mettez-nous 5 étoiles sur vos plateformes préférées pour qu'on puisse continuer à gagner en visibilité. Si vous n'avez pas apprécié, partagez-le quand même. Et surtout, faites-nous des feedbacks en DM sur Instagram. Si vous avez des besoins ou des questions liées au e-commerce ou au digital,
N'hésitez pas à nous contacter sur hello, HELLO, @idiosa.com. Rejoignez notre communauté sur Facebook, Twitter ou Instagram. Merci encore de me suivre et à très vite.